Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lire une partition. Elle révèle de nombreuses indications qui sont difficiles à comprendre lorsqu'on essaie de s'en approcher sans connaissance préalable. Mais avant de s'intéresser à la partition en elle-même et aux secrets qu'elle renferme, il faut déjà que l'on se pose cette question. À quoi sert une partition? On peut retrouver des représentations graphiques de la musique déjà dès l'Antiquité. Mais cette utilisation va réellement se développer à partir du 9e siècle en Occident, à travers la musique religieuse. On retrouve de nombreux manuscrits dans les monastères. Ces partitions sont néanmoins très différentes des nôtres. C'est ce que l'on appelle la notation en neumes. À cette époque, les chants étaient transmis oralement, c'est-à-dire que les chantres, des religieux professionnels de la musique, apprenaient par cœur les mélodies afin de les chanter tout au long de la journée. Alors pourquoi avaient-ils besoin de noter la musique s'ils avaient mémorisé chaque chant? Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Celle que nous allons retenir est la suivante. Les chantres ont pris des habitudes, des manières de chanter différentes. Ils se sont mis à complexifier la musique en rajoutant plusieurs contre-chants à la mélodie principale. La mémoire ne suffisait plus à retenir toutes ces modifications et ne permettait plus de les transmettre aux générations suivantes. Les moines copistes les ont donc représentés graphiquement dans des manuscrits. Ces partitions ont bien évolué au cours des siècles, se sont démultipliées, le développement de l'imprimerie aidant, et sont devenues peu à peu celles que nous connaissons. Leur utilisation a également changé et n'est pas exclusive à la musique sacrée. Elles ne servent plus uniquement à préserver un répertoire ou préserver les œuvres des compositeurs pour les générations suivantes. Les musiciens, amateurs comme professionnels, les utilisent pour jouer. Cela explique le nombre important de signes qu'elle contient, ces mêmes signes que nous allons détailler maintenant. Lorsque l'on regarde une partition, on peut déjà identifier plusieurs éléments assez simples. Le titre de l'œuvre, le compositeur et l'instrument. Afin de structurer la partition, on utilise des barres de mesure. Il en existe plusieurs, on peut indiquer des barres de mesure différentes. Une répétition, des signes de renvoi à un endroit précis de la partition, ou encore tout simplement indiquer la fin d'une partie ou d'une pièce par une double barre. La partition sert à représenter trois paramètres principaux d'un son. Sa hauteur, sa durée et son intensité. Commençons tout d'abord par la hauteur. Les notes sont placées dans une portée, composée de 5 lignes. Elles peuvent être disposées sur les lignes, mais aussi entre. Plus elles seront notées vers le bas, et plus le son sera grave. A l'inverse, les notes placées vers le haut seront plus aiguës. La partition se lit de gauche à droite. Au début de cette portée, on trouve une clé. Il en existe 3 principales. La clé de sol, la plus connue, la clé de fa et la clé d'ut. La clé de sol et la clé de fa sont les plus fréquentes, notamment car ce sont celles que l'on utilise au piano. Chaque clé va nous permettre de décoder, de lire les hauteurs de notes. Si l'on regarde attentivement chacune, on voit qu'elle nous montre l'emplacement de leurs notes de référence. Le sol, le fa, ou encore le do pour la clé d'ut. Ut étant l'ancienne appellation de do. Il existe 7 notes différentes dans une gamme. Nous allons prendre l'exemple de la gamme de do majeur. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et nous revenons ensuite au do. En fonction des clés, elles ne s'écrivent pas au même endroit comme nous pouvons le voir dans l'exemple. Sur un piano, les notes se répartissent de cette manière. On remarque rapidement que quelque chose manque. Sur le clavier, on peut voir des touches blanches, mais aussi des touches noires. En réalité, on peut décomposer une gamme non pas en 7, mais plutôt en 12 notes différentes. Ces 5 nouvelles notes vont être représentées par les altérations, que l'on place après la clé ou en cours de morceau sur certaines notes. Il existe principalement 3 altérations. Le dièse, qui vient monter légèrement la note, le bémol qui va l'abaisser, et le bécard qui annule les effets du dièse ou du bémol. Maintenant que nous en savons plus sur la hauteur d'un son, nous allons évoquer sa durée. La durée d'une note est représentée par les rythmes. On peut citer ceux qui sont les plus fréquemment rencontrés. La double croche, la noire, la blanche et la ronde. Ils sont chacun proportionnels et correspondent à des divisions ou subdivisions. Quand le rythme est divisé en 2, on le dit binaire, et lorsqu'il fonctionne sur une division en 3, on le dit ternaire. Et lorsqu'il y a besoin de dire aux musiciens de marquer des pauses dans la musique, on l'indique également, avec le demi-soupir, le soupir, ou encore avec les pauses. Mais ces rythmes ne seraient rien, dans les musiques d'aujourd'hui, s'ils n'étaient pas associés à une pulsation. On divise la mesure en un nombre précis de pulsations, c'est ce qui est signifié par ces 2 chiffres au début de la portée. On vient ensuite faire battre à une certaine vitesse ces pulsations, c'est ce qu'on appelle le tempo. Cela permet à plusieurs musiciens de jouer ensemble et permet également de jouer à la vitesse souhaitée par le compositeur. Ce tempo peut s'écrire en battements par minute. Nous allons reprendre l'exemple précédent, mais cette fois-ci avec des rythmes. D'abord, à la noire égale 60, soit un battement par seconde, battement dont l'unité sera la noire. Le premier exemple, avec la noire égale à 60.
Et maintenant, le deuxième exemple avec un tempo plus rapide, la noire égale à 120. On peut aussi noter le tempo en italien, par une indication conventionnelle, que tous les musiciens connaissent. Par exemple, l'argot serait un tempo entre 40 et 60 à la noire. On note que cette indication est un peu moins précise et donne donc plus de liberté aux musiciens. On peut voir ici un tableau avec les équivalences entre le battement par minute et les termes italiens. Il est possible de trouver des ralentis ou des accélérations précisées par ces signes, et parfois, la durée peut être laissée au choix du musicien, c'est ce qu'on appelle le point d'orgue. On peut maintenant reconnaître les hauteurs des notes et leur durée. Il nous manque toujours un paramètre du son très important, l'intensité. À quel niveau sonore le musicien doit jouer chaque note. C'est ce que l'on appelle les nuances. Voici un tableau indiquant les nuances du moins fort au plus fort. Pianissimo, piano, mezzo forte, forte, et enfin fortissimo. On peut y ajouter également d'autres signes, des crescendo, le son doit être joué de plus en plus fort, ou à l'inverse, des décrescendo, le son diminue peu à peu. Voici un exemple d'abord entre différentes nuances, puis un autre exemple avec un crescendo suivi d'un décrescendo. Le premier exemple avec différentes nuances. Et le second, un crescendo suivi d'un décrescendo. Il existe aussi des indications d'expression et d'articulation pour montrer au musicien de quelle manière il doit jouer ou enchaîner chaque note, par exemple des liaisons, des points ou des traits. D'autres signes plus techniques sont liés au jeu d'un instrument en particulier. Par exemple pour le violon, on peut indiquer le sens de l'archet, si l'on tire ou si l'on pousse l'archet pour attaquer la note. On peut également indiquer les respirations pour un instrument avant, les doigtés pour une partition de piano, ou encore intégrer directement les accords pour une guitare. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions ou remarques en commentaire. Vous pouvez également suivre cette chaîne si le contenu vous intéresse. A bientôt!